Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans ce site d'exception au cœur de Paris. Je remercie tout particulièrement Denis de Kergorlet de nous accueillir aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je souhaiterais dire quelques mots sur Optigestion. Notre société a été fondée en 1987 et nous sommes une équipe de 12 personnes, dont 7 gérants. À l'écoute de nos clients, de leurs objectifs, de leurs contraintes, nous gérons leur portefeuille, PEA et assurance vie. Nous les épaulons pour établir un diagnostic patrimonial, pour élaborer une stratégie familiale, pour trouver une solution à une problématique bancaire, fiscale ou strictement civile. En lien avec des experts comptables, des avocats, des notaires, des fiscalistes que nous connaissons depuis longtemps, nous aidons notre client à trouver le spécialiste approprié afin de résoudre un problème que nous avons au préalable clairement identifié avec lui. Chez Optigestion, votre interlocuteur est un gérant qui assume pleinement la responsabilité de la gestion de votre portefeuille. Il n'est pas le jeune cadre bancaire qui assure l'interface commerciale en vous communiquant les décisions prises par des grands spécialistes inaccessibles dans leur tour d'ivoire à New York, Londres ou Zurich. Nous détenons une part importante du capital de notre société et la banque Martin Morel, notre partenaire historique, détient le solde. Cette implication dans la durée explique que votre gérant soit chez Optigestion depuis 10, 20, 30 ans. Nous considérons que cette continuité dans la relation client-gérant est essentielle. Enfin, chez Optigestion, nous investissons une part significative de nos actifs personnels dans les fonds et SICAV maison. Vous comprendrez de ce fait que nous soyons, comme nos clients, assez sensibles et concernés par les résultats obtenus. Notre gestion repose sur 4 principes simples. Premier principe, nous ne faisons que ce que nous savons faire, à savoir la stratégie d'investissement et la sélection des valeurs. En revanche, nous déléguons ce que nous ne savons pas ou ce que nous ne voulons pas faire. Nous déléguons notamment, parmi les produits de taux, la gestion des obligations convertibles et des obligations à haut rendement, pour lesquelles nous sélectionnons des fonds parmi des professionnels avertis. Nous refusons d'investir dans les produits structurés et complexes. Deuxième principe, nous sommes vigilants. En effet, nous considérons que pour gagner de l'argent, il faut commencer par ne pas en perdre. Entre l'été 1999 et aujourd'hui, le CAC 40 a progressé de 4670 à 4670. En fait, il a connu 3 grandes phases de hausse entrecoupées de 2 phases de baisse. En fait, des hausses de 50%, 157% et 86% ont été totalement effacées par 2 importantes phases de baisse. Vous comprenez pourquoi nous accordons du prix à la vigilance. Du fait des bulles, toujours plus importantes et plus rapprochées, du fait d'une information diffusée auprès d'intervenants avec une simultanéité toujours plus grande, la volatilité va continuer de croître. Et de ce fait, il est évident que la vigilance va devenir un facteur clé pour assurer une continuité de performance sur la durée. Troisième principe, l'ouverture au monde nous paraît essentielle à une époque où la mondialisation entraîne une complexité croissante et une accélération des événements. La croissance, la création de richesses, le bouillonnement technologique, l'essentiel se passe désormais ailleurs. Notre petit pays n'est plus ni central ni moteur.
Nous nous appuyons sur de nombreux bureaux d'études en Europe, aux États-Unis et en Asie, afin de demeurer informés et réactifs. Cette ouverture au monde doit s'accompagner d'une nécessaire indépendance de jugement. Les 25 ans d'expérience moyenne de nos gérants, associés à une qualité d'échange au sein d'une équipe à dimension humaine, contribuent à développer cette forme de discernement indispensable. Quatrième principe, nous privilégions parmi les secteurs en forte croissance les sociétés leaders dans leur métier. Voilà, l'application de ces 4 principes permet des résultats plutôt satisfaisants. Signalons à titre d'exemple la performance de notre fonds Optigest Patrimoine, qui est à peu près investi 50% en actions et 50% en taux, et qui, sur 5 ans, a réalisé en moyenne plus 6,70% par an pendant 5 ans, et avec une volatilité entre 7 et 8%. Comme chacun des gérants d'Optigestion, je serai heureux de poursuivre avec vous la description d'un métier qui est notre passion quotidienne. Vous trouverez en sortant une petite pochette qui vous sera remise et dans laquelle vous aurez toutes les informations requises pour poursuivre avec nous ce début d'échange. Maintenant, je me permets d'introduire Éric Gérard, qui est à la fois fondateur et président d'Ambition France et qui est aussi gérant et associé chez Optigestion. Merci Jacques. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir, un honneur d'accueillir un Premier ministre parmi nous. Et c'est aussi un honneur et c'est un plaisir de vous accueillir aussi nombreux ce soir. C'est une première, c'est une conférence conjointe entre la société Optigestion et un mouvement citoyen Ambition France. Optigestion, vous l'aurez compris, qui est une société de gestion à la fois performante et prudente et qui accompagne ses clients en investissant sur la croissance mondiale. Alors un mot pour ceux qui ne connaissent pas Ambition France. Ambition France, c'est un mouvement citoyen indépendant. Nous sommes des acteurs de la société civile qui venons de tous les secteurs et nous essayons d'intervenir dans le débat public en faisant des propositions concrètes, exclusives, sur la reprise d'emploi, sur le rapatriement des capitaux, sur le contrat de travail, entre autres. Nous œuvrons en fait, c'est ce qui nous tient à cœur, Ambition France, pour une coalition de la réforme, un peu sur les modèles allemands et les modèles suisses. Finalement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir tous les matins qui sera le sauveur suprême, mais c'est plutôt qu'on se mette bien d'accord sur 4-5 réformes majeures qu'il faut faire pour enfin réformer, redresser, libérer le pays. Voilà, pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site Ambition France et notre lettre d'info. Sachez que nous avons 3500 followers pour l'instant. Monsieur le Premier ministre, s'il fallait vous présenter, d'abord, pour mémoire, vous avez inauguré notre mouvement en 2006 et ça, nous ne l'oublions pas. Vous aviez consacré plus de 3h30, nous étions en pleine campagne présidentielle, à nous présenter le projet sur lequel vous aviez travaillé avec Nicolas Sarkozy et Emmanuel Mignon. Vous êtes un réformateur. S'il y avait un message que je voudrais donner dans cette introduction, c'est ce mot-clé. Vous êtes un réformateur. Vous êtes proche des entreprises et vous êtes passionné de numérique. Ça, peu de gens le savent. Vous avez beaucoup de réformes à votre actif. Les réformes sur les retraites, vous en avez mené 2 en tenant bon face à la rue. Vous avez remis en place, ça aussi, personne ne s'en souvient, à l'école, à l'éducation, les savoirs fondamentaux pour l'école primaire. C'est vous qui êtes à l'origine, qui avez poussé la réforme sur l'autonomie des universités. Vous avez mis en place ce qu'on appelle, en jargon, la RGPP, le fameux 1 sur 2, ce qui a permis de réduire de 150 000 fonctionnaires, malheureusement compensé par les collectivités territoriales. Et puis vous avez également mis en place le service minimum dans les transports, ce qui n'était pas simple avec les syndicats que nous connaissons. Alors il y a quelques années, vous avez monté une association qui s'appelle Force républicaine et qui est un peu votre laboratoire à idées. Vous nous avez confié là aussi l'honneur pour Ambition France de travailler avec vous, avec 3 autres grands think tanks français, bien connus. Voilà. Et donc, Force républicaine, finalement, ce sont des groupes mixtes qui allient des gens du privé et du public
Et vous avez fait des propositions très avancées déjà sur l'éducation, sur la compétitivité, sur la réduction de la dépense publique, sur l'immigration en partie. Pour de nombreux observateurs politiques, votre programme actuel est probablement le plus réformateur et le plus avancé. Alors, vous avez également déclaré lors de vos vœux en 2015 que le réformisme prudent n'est plus adapté à la situation du pays. Et vous nous direz pourquoi. Alors, bien sûr, vous avez des détracteurs. Je ne vais pas faire qu'un panorama ultra élogieux. Qu'est-ce qu'ils disent, les critiques? Ils disent que vous communiquez peut-être pas suffisamment, que vous manqueriez de charisme. Et puis finalement, pourquoi à Matignon, vous n'avez pas mis en place tout ce que vous annoncez aujourd'hui? Alors je sais que vous allez nous répondre, parce que le devoir de vérité, c'est votre ADN. Et on se souvient tous de cette fameuse phrase « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Voilà, alors ça c'était pour présenter votre côté réformateur, ce sens de l'État, et finalement une qualité d'écoute, pour ceux qui vous connaissent de près, qui est assez exceptionnelle pour un homme politique. Alors, je voudrais rajouter 2 traits de caractère, si vous m'y autorisez, qui sont liés au sport. Et ça, peu de gens le savent. Vous êtes passionné de 2 sports, la course automobile et la haute montagne. Alors la course automobile, j'imagine que quand on négocie un virage, il faut avoir du sang-froid. Parce qu'on arrive à 300 km/h, il faut freiner pour repartir. Et puis la haute montagne, il faut de l'endurance. Ceux qui ont fait de la haute montagne savent de quoi je parle. Eh bien, pour se réformer en profondeur, notre pays va avoir besoin grandement de ces 2 qualités, qui sont celles d'un homme d'État. Et ce qui fait dire à certains, serez-vous en 2017 notre nouveau Georges Pompidou? Que pouvons-nous faire d'ici là, à notre niveau modeste d'acteurs de la société civile, pour participer à ce redressement tant attendu? Donc, le thème ce soir, c'est, Monsieur le Premier ministre, quel choc de liberté pour redresser la France? Quel choc, liberté, redresser ces 3 mots-clés, et la France, bien sûr, le 4e. Ambition France est très heureux de vous accueillir. Optigestion, que nous remercions pour leur contribution, le financement de cette opération ce soir. Et donc, c'est un vaste chantier. Monsieur le Premier ministre, nous vous laissons la parole et nous échangerons avec vous avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'accueillir. Féliciter Éric Gérard pour le travail qu'il fait au service, au fond, d'une réflexion générale sur les réformes économiques qui pourraient permettre à notre pays de se redresser. Je réponds à l'avance à la question « Pourquoi n'avez-vous pas fait à Matignon tout ce que vous allez promettre aujourd'hui ?» Je pourrais répondre plus longuement tout à l'heure, mais je vais répondre de façon un peu, comment dirais-je, provocante ou caricaturale. Je n'ai jamais été président de la République. Et donc, lorsque j'ai dit que j'étais à la tête d'un État en faillite, j'ai fait une erreur. L'État était bien en faillite, mais je n'étais pas à la tête de l'État en faillite. Et d'ailleurs, peut-être qu'à l'époque, ce qui m'avait été particulièrement reproché, c'était sans doute d'avoir dit « je suis à la tête », plutôt que de dire que l'État était en faillite. Moi, ce que je voudrais vous dire pour introduire notre débat, c'est au fond la vision que j'ai des 10 prochaines années et l'objectif que je poursuis. Je voudrais que la France, dans les 10 prochaines années, redevienne la première puissance européenne. Et si je dis ça, je vois immédiatement les visages qui s'interrogent. On va encore avoir un discours d'un homme politique qui a perdu le sens des réalités. Comment est-ce qu'on pourrait demain venir concurrencer l'Allemagne? Et puis après tout, est-ce que c'est un objectif que d'être la première puissance européenne? Oui, c'est un objectif pour redonner la fierté aux Français, pour leur redonner confiance dans l'avenir, pour leur redonner un objectif, pour les remettre dans une compétition. Et ce n'est pas du tout un objectif inatteignable. Si on y réfléchit bien, on a tous les ingrédients pour être la première puissance européenne. En 2060, il y aura 74 millions de Français et il y aura 66 millions d'Allemands. Rien que l'argument démographique est déjà un argument en notre faveur. Nous avons une productivité de nos salariés qui est meilleure que celle de la plupart des autres pays européens. C'est quelque chose qui n'est pas souvent mis en avant, parce qu'on aime mieux mettre en avant nos défauts, mais un salarié français en 1 heure produit plus de travail qu'un salarié allemand, en moyenne. Évidemment, la différence, c'est que le salarié allemand travaille 200 heures de plus dans l'année que le salarié français. Mais sa productivité est meilleure. C'était d'ailleurs un argument qui était mis en avant par les
défenseur des 35 heures pendant très longtemps en disant puisqu'un salarié français est plus productif qu'un salarié allemand ou anglais, il peut bien travailler un peu moins. On a des infrastructures parmi les meilleures au monde en termes de transport, en termes de services publics, en termes d'équipements publics. Personne ne peut nier que nos trains à grande vitesse, nos autoroutes, nos réseaux de télécommunications, etc., sont parmi les meilleurs du monde. On a des entreprises mondiales. On est le pays en Europe qui a le plus d'entreprises mondiales. C'est aussi quelque chose qui n'est pas très connu. Au fond, on pense que les Allemands, les Anglais ont des très grandes entreprises, mais si vous regardez les choses, la France est le premier pays en termes de grandes entreprises mondiales. Et moi, je suis fier qu'on ait des grandes entreprises mondiales. Et je ne participe pas au mouvement habituel de dénigrement des grandes entreprises. Vous savez, il y a une mode qui consiste à dire que seules les petites entreprises sont dignes d'être admirées ou que seules les petites entreprises créent des emplois. On sait bien naturellement et on a un énorme problème, et on va y venir, sur la création d'entreprises, sur la manière pour ces entreprises de croître, etc. Bien sûr, tout ça est vrai. Mais enfin, ce n'est pas inutile d'avoir des locomotives mondiales. Et je préfère que Total soit français plutôt que Total soit américain, qatari ou brésilien. De ce point de vue-là, c'est la preuve aussi que la France a su développer, malgré tous ses handicaps, des très grandes entreprises qui ont un rayonnement mondial. On a, malgré le caractère très bureaucratique et très administratif de notre système de recherche, on a quand même une recherche qui se tient, malgré tout. Donc il suffirait de la libérer un tout petit peu pour qu'elle éclate, pour qu'elle explose, pour que ses résultats soient bien meilleurs. Mais enfin, on a des prix Nobel, on a des médailles Fields, on est reconnu dans beaucoup de domaines comme étant encore un pays scientifique, malgré nos handicaps. On a une agriculture extrêmement puissante, on a un des meilleurs systèmes de santé au monde, malgré tous ses défauts, et d'ailleurs, il nous est envié par une grande partie du monde qui voudrait bien venir se faire soigner dans nos hôpitaux. Il y a d'ailleurs un débat formidable en ce moment, je trouve, qui en dit très long sur la mentalité de la France et sur nos pesanteurs et sur nos blocages, puisqu'il y a la possibilité de venir financer une partie de la modernisation de notre équipement de santé en ouvrant des lits à des clients étrangers extrêmement fortunés, mais ça choque tout le monde, et du coup, le système public y va avec une extrême prudence. Ça va vous étonner que je cite ça, mais c'est un élément de puissance, après tout, la première armée en Europe. Jusqu'à maintenant, on disait équivalence avec les Anglais, et malgré toutes les difficultés et les baisses de crédit, etc., mais enfin, ça reste la première armée en Europe, et en tout cas la seule qui soit capable quasiment d'intervenir de manière autonome dans le monde. Et puis, on a notre climat, notre patrimoine culturel, notre art de vivre. Enfin voilà, ça fait beaucoup d'atouts qui devraient nous permettre d'être la première puissance en Europe. Pas pour le plaisir d'être la première puissance en Europe, mais simplement parce que retrouver le leadership européen, c'est d'abord retrouver le plein emploi. Donc c'est offrir des perspectives de liberté, d'épanouissement personnel à notre population. Et c'est à mon avis la question clé de l'unité nationale, qui est si souvent évoquée à travers les événements qu'on vient de connaître. Comment parler d'unité nationale quand on n'est pas capable de proposer à tous les enfants de son pays, dans des conditions à peu près acceptables, un travail, c'est-à-dire une autonomie, une perspective de vie autonome. Et puis, la civilisation européenne étant violemment attaquée à la fois par des barbares qui sont à nos frontières et en même temps par des puissances économiques qui sont en train d'essayer de prendre leur revanche sur nous, nous avons besoin de défendre cette civilisation européenne. Et pour défendre cette civilisation européenne, c'est mieux que la France soit en leader plutôt qu'en poids suivant les autres pays, sachant que la France, par tradition, en raison de son système politique, de sa culture, est souvent plus apte à prendre des initiatives, à réformer les autres, hein. Pas nous-mêmes naturellement, mais l'Europe, ce que nos amis allemands ont beaucoup plus de mal à faire. Voilà. Alors au lieu d'être la première puissance européenne, on est menacé de déflation. On a un chômage qui ne cesse d'augmenter et qui va encore augmenter toute l'année 2015, et c'est un minimum.
On a un endettement record. On a un déficit qui, contrairement à ce qu'on raconte, n'est pas du tout résorbé depuis 2 ans, mais qui augmente. Il n'augmente pas dans les votes du Parlement, mais il augmente dans l'exécution des budgets. On a des investissements qui sont quasiment à zéro, une production industrielle qui est à peu près au niveau de 1996, et on est clairement dans une situation de décrochage économique par rapport aux meilleurs Européens. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation ? Parce qu'on travaille 200 heures de moins que les autres. Et rien que ça, c'est une raison absolument fondamentale à notre décrochage économique progressif. Parce qu'on part à la retraite entre 3 et 5 ans plus tôt que les autres. Je parle des autres Européens, je ne parle pas de pays lointains, je parle des autres Européens. Parce qu'on est dans une situation financière que j'ai qualifiée de faillite et qui se résume avec des chiffres qui sont spectaculaires. En 1973, la dette de la France était 15% du PIB. En 2015, ça sera 100% du PIB. Depuis 40 ans, on a multiplié par 2 les emplois publics dans notre pays et la dépense publique est passée de 27% de notre richesse nationale à 57% de notre richesse nationale. Donc en résumé, on est le pays en Europe où on travaille le moins, on est le pays en Europe où on dépense le plus, et on est donc le pays en Europe où les prélèvements sur les entreprises en particulier, mais aussi sur les particuliers, sont les plus élevés. Cette situation, c'est notre faute. Je veux dire notre faute collective, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute de l'Europe en particulier. Et je veux tout de suite éliminer cet argument si facile pour nous détacher de nos responsabilités, qui consiste à dire tout ça c'est la faute à l'Europe. C'est pas l'Europe qui nous a imposé de travailler 35 heures. C'est pas l'Europe qui nous a imposé d'augmenter nos impôts dans des proportions absolument déraisonnables. C'est pas l'Europe qui a rédigé notre code du travail. En réalité, nous avons nous-mêmes laissé filer les déficits par manque de courage. On pourra y revenir dans le débat. Parce que pendant longtemps, on a pensé que on n'était pas en situation réelle de déclin ou de décadence, qu'on était juste dans un creux et que la croissance allait revenir avec la confiance et qu'ensuite, naturellement, avec la croissance, les déficits seraient comblés. En même temps, après avoir fait ce tableau extrêmement pessimiste, je voudrais dire que c'est pas foutu. C'est pas foutu, pourquoi ? D'abord parce que dans notre histoire, y compris dans notre histoire récente, on a déjà connu des situations aussi pénibles et aussi dangereuses que celle-là, et on s'en est remis. 1946, c'était pas facile. 1958, on a oublié les conditions dans lesquelles le redressement a été enclenché par le général de Gaulle. Il y avait une crise économique extrêmement profonde, une monnaie qui avait perdu quasiment toute sa valeur, enfin une bonne partie de sa valeur, et des parachutistes qui s'apprêtaient à sauter sur l'Élysée dans le cadre du conflit algérien. C'est quand même une situation qui était assez dramatique. Voilà. Et en quelques semaines, le général de Gaulle et l'équipe qui l'animait a su à la fois rétablir l'autorité de l'État et en même temps engager une politique de libéralisation, et je veux utiliser le mot devant vous, de libéralisation. Il y a cette idée reçue que le général de Gaulle, c'était une sorte de crypto-communiste, une idée qui a été largement alimentée par les intellectuels, les discours de la gauche, et qui aujourd'hui fait que le général de Gaulle est revendiqué en permanence par la gauche. La politique de 58, ça a été la libéralisation des prix, ça a été une baisse drastique de la dépense publique, beaucoup plus violente que ce que je propose aujourd'hui, et ça a été l'entrée dans le marché commun. Car tout le monde oublie que c'est le général de Gaulle qui fait entrer la France dans le marché commun. Il y a des pays autour de nous qui ont connu des situations aussi difficiles que celles d'aujourd'hui et qui s'en sont remis parce qu'ils ont réussi à se réformer et à réagir. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la Grande-Bretagne, et qui est sans doute celui que je connais le mieux puisque j'ai épousé un sujet de Sa Majesté. Lorsque, dans les années 70, je me rendais en Grande-Bretagne, et ceux d'entre vous qui le faisaient ne me démentiront pas, c'était un pays qui était très malade. C'est un pays où on ne travaillait plus, c'est un pays où les organisations syndicales avaient un poids absolument incroyable, et c'est un pays qui perdait toute son industrie par pans entiers. Bon.
On peut penser que les méthodes de Mme Thatcher étaient un peu brutales, mais enfin, le résultat, c'est qu'elle a remis l'économie anglaise sur les rails et qu'aujourd'hui, que ce soit M. Blair ou M. Cameron, en réalité, ils profitent très largement des réformes qui ont été faites à ce moment-là. M. Schröder, il y a une quinzaine d'années, a remis l'Allemagne en marche alors qu'elle était considérée comme l'homme malade de l'Europe et qu'on était très inquiet de l'avenir de l'économie allemande. On pourrait parler du Danemark, on pourrait parler du Canada, on pourrait parler de la Suède, on peut même d'une certaine façon parler de l'Espagne et du Portugal, qui eux n'ont pas fait des réformes, comment dirais-je, volontairement, à qui on a imposé de l'extérieur des réformes au moment de la crise de la dette souveraine, c'est-à-dire en 2008, 2009, 2010, 2010. Mais le résultat aujourd'hui, c'est que s'agissant de l'Espagne, c'est un pays qui, je ne dis pas que tout va bien, mais enfin c'est un pays qui a retrouvé de la croissance et qui petit à petit est en train de rattraper son retard. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut y arriver? Pour moi, il y a deux mots-clés, la liberté et le progrès. Nous sommes dans un pays qui a besoin de liberté. Et je veux, moi, construire mon projet politique autour de ce mot de liberté. Ce n'est pas une vision idéologique que je vous propose. Je ne suis pas un libéral idéologique, c'est-à-dire que je n'ai pas un raisonnement qui est un raisonnement systématique. Je constate que pendant 30 ans, on a voulu protéger les Français contre tout, qu'on a donc été beaucoup trop loin dans la réglementation, et qu'aujourd'hui, simplement, le bon sens conduit à ramener le balancier au centre par une libéralisation de l'économie française. Donc ce n'est pas une bataille idéologique, c'est une bataille pragmatique. Il s'agit de rendre un peu de liberté à un pays qui, aujourd'hui, en a terriblement besoin. Liberté de travailler, je suis pour l'abrogation des 35 heures, c'est-à-dire la suppression de la durée légale du travail, le renvoi aux durées légales européennes qui sont évidemment très élevées et à la négociation d'entreprise pour fixer et adapter tout au long de l'année, en fonction des situations, le temps de travail. Il faut supprimer les seuils sociaux qui constituent un frein considérable à la croissance des entreprises et honnêtement qui n'ont pas une utilité extrême en termes de protection des intérêts des salariés. Donc il y a deux solutions où on les double, c'est-à-dire on passe de 10 à 20, enfin le seuil de 10 on le monte à 20, on monte le 20 à 50, le 50 à 100, etc. Ou alors on va beaucoup plus loin, on supprime carrément les seuils sociaux où on en garde 2 ou 3 pour tenir compte au fond des 3 types d'entreprises qui existent dans notre pays. Il faut une révolution en matière d'apprentissage, c'est-à-dire faire en sorte que l'apprentissage ne soit plus un contrat de travail, mais soit un mode de formation au même titre que les autres modes de formation qui sont offerts à notre jeunesse. Et pour ça, moi, je propose de transférer une grande partie des dépenses qu'on consacre au contrat aidé pour financer la création d'une vraie filière d'apprentissage qui soit une filière générale. Je voudrais enfin qu'on ait un vrai capitalisme français, c'est-à-dire qu'on encourage l'investissement, qu'on encourage le patrimoine, qu'on encourage la construction du capital dans notre pays, ce qui suppose d'avoir une fiscalité du capital qui soit comparable à celle des autres pays européens. La moyenne de la zone euro, c'est 30%. Vous voyez qu'on est évidemment très très loin de ce niveau-là, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas peur de dire qu'il faut supprimer l'ISF, pas qu'il faut l'aménager, pas qu'il faut le modifier, qu'il faut le supprimer, parce que c'est un symbole, parce que c'est un verrou, parce que c'est non seulement une disposition technique qui est extrêmement dommageable pour la constitution d'un capital et donc pour les investissements, les transmissions d'entreprises, etc. Mais en plus, c'est un symbole extrêmement lourd. Il faut développer un actionnariat populaire, ce qui suppose naturellement de modifier les règles fiscales dans ce domaine et favoriser l'investissement vers les petites, les moyennes, les entreprises de taille intermédiaire. J'ai repris dans mes propositions le dispositif qui existe en Grande-Bretagne et que je trouve très symbolique de la différence de mentalité entre nos deux pays, puisque en Grande-Bretagne, c'est votre inspecteur des impôts qui vous propose une liste d'entreprises
privés dans lesquels vous pouvez investir pour défiscaliser, pour baisser votre montant d'impôt. Je vous laisse imaginer la même situation dans notre pays. Voilà. Alors pour faire ça, il y a une condition absolument fondamentale, c'est de réduire la dépense publique. Parce que si on ne peut pas réduire la dépense publique, on ne peut pas dégager les moyens nécessaires pour mener la politique que je propose. Et en particulier, on ne peut pas baisser la fiscalité, on ne peut pas baisser les charges. Quand on a 57% de dépenses publiques, c'est mathématique. Le reste, c'est financé par l'impôt et par l'emprunt. Comment est-ce qu'on peut baisser la dépense publique ? Moi, j'ai proposé de la baisser de 110 milliards en 5 ans. Ce n'est pas un chiffre qui est sorti comme ça de notre tête, c'est un travail qu'on a fait, qui est raisonnable, qui permet de commencer à réduire à la fin du quinquennat le poids de la dette. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation où on continue à accroître la dette, on stabilise et puis on commence à baisser la dette. Et c'est compatible avec le maintien des missions principales qui sont les missions de service public de l'État, des collectivités locales et du système de santé. Alors comment on y parvient ? La première mesure que je propose, je reconnais que ce n'est pas la plus facile, mais je pense qu'elle est incontournable. C'est l'augmentation du temps de travail dans l'ensemble des fonctions publiques. Si on passe de 35 à 39 heures dans la fonction publique d'État, dans les collectivités territoriales et dans les hôpitaux, c'est l'équivalent de 600 000 emplois. 600 000 emplois, si on supprime dans le même temps, grosso modo, 600 000 emplois, par non-remplacement de départ à la retraite et par encouragement à partir dans un certain nombre de cas, en particulier dans les collectivités locales, ce n'est pas encore fantastique. Les Anglais viennent de faire 1 million de suppressions d'emplois publics dans leur pays, et les collectivités locales ont créé en France 700 000 emplois ces 10 dernières années. Donc en supprimant 600 000, je ne reviens même pas au niveau d'il y a 10 ans. Ensuite, il faut harmoniser totalement les conditions de rémunération, d'avantages, de retraite, etc., entre le public et le privé. Ce qui me paraît être aujourd'hui possible parce qu'il y a une revendication de justice sociale extrêmement puissante dans le pays en faveur de cette harmonisation, évidemment venant du privé par rapport à un secteur public qui garde encore des avantages qui sont des avantages considérés comme indus. Et puis, il faut avoir le courage de dire qu'il y a des politiques publiques qui doivent être complètement soit supprimées, soit complètement refondues. Par exemple, la politique du logement, c'est une source d'économie considérable. 40 milliards d'euros par an de dépenses publiques. Pour quel résultat ? Des loyers 20% plus élevés en France qu'en Allemagne et un nombre de logements construits insuffisant chaque année. Donc moi, je voudrais idéalement qu'il n'y ait plus d'argent public dans le logement, que ce soit l'offre et la demande. Je reconnais qu'on n'arrivera pas tout à fait à ce résultat, mais on peut y tendre. Par exemple, en mettant exactement sur le même pied les organismes, qu'ils soient publics ou privés, que ce soit des promoteurs privés ou des promoteurs publics. La question, c'est de savoir qui y loge. La question, ce n'est pas de savoir s'il faut construire des logements sociaux ou s'il faut construire des logements qui ne sont pas sociaux. La question, c'est de savoir, un logement, il est social quand on met dedans quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer son loyer, pour dire les choses simplement, ou qui a des revenus très bas. Les niveaux de revenus pour accéder au logement social devraient être beaucoup plus bas. Sinon, on a des villes où on a 30-40% de la population qui est en logement social. Ça ne correspond strictement à rien. De la même façon, on devrait revoir complètement la politique des aides au logement qui sont aujourd'hui intégrées par les bailleurs directement dans la composition du loyer. On compose le loyer en prenant... on sait que les gens ont une APL, donc voilà, l'APL est intégrée immédiatement dans le loyer, ce qui explique qu'on a des loyers qui sont plus élevés que la plupart des autres pays européens. Le deuxième exemple, c'est les emplois aidés que j'évoquais tout à l'heure. Des milliards d'euros qui sont utilisés d'une manière qui n'est pas seulement inefficace, qui est négative, puisqu'on envoie des jeunes vers des emplois publics ou parapublics, alors que moi je vous dis qu'on va supprimer 600 000 emplois dans ce secteur-là. Donc il n'y a aucune chance pour qu'ils puissent un jour être embauchés. Donc on les pousse vers une impasse qui va les transformer forcément à un moment donné en aigris, en révoltés, en tout cas en personnes absolument pas intégrées à la société moderne. Bon, je prends un troisième exemple qui est beaucoup plus anecdotique et beaucoup plus petit, mais je ne peux pas y résister parce qu'il me fait plaisir. Est-ce que la France a besoin d'avoir 5 chaînes de télévision publiques et je crois 4 chaînes de radio publiques ? Est-ce que c'est vraiment utile ?
Quand on regarde les autres grands pays, ils ont en gros une chaîne publique de télévision, une radio publique, et puis le reste, c'est laissé au secteur privé. Comment est-ce qu'on équilibre les comptes sociaux? D'abord, première mesure, retraite à 65 ans. Ce n'est pas très intelligent, ce n'est pas très sophistiqué. C'est le cas dans tous les autres pays européens. Les seuls pays européens qui ne sont pas à 65 ans, qui sont en dessous, c'est des pays d'Europe de l'Est qui viennent d'entrer dans l'Union européenne et qui arrivent du régime communiste et qui ont encore un peu de mal à aller vers la transparence des comptes, etc. Mais tous les autres, ils sont à 65 ans, voire à 67 ans. Il faut évidemment supprimer ce scandale qu'est l'aide médicale d'État, et j'ai fait des propositions pour le faire. Revoir l'organisation et la gratuité des soins. Je suis totalement hostile à la gratuité des soins. Je pense que c'est déresponsabilisant, ça conduit à un gâchis, ça conduit à une relation qui n'est pas saine entre les médecins et les patients. Et puis, il faut évidemment totalement repenser la politique d'assistanat. C'est pour ça qu'on réfléchit en particulier à la fusion de tous ces systèmes d'aide sociale dans un seul système, comme les Anglais sont en train d'essayer de l'imaginer, qui serait variable en fonction des difficultés que rencontrent les gens, de la taille de la famille, etc. Le deuxième axe du projet que je vais défendre, c'est le progrès. La France a totalement tourné le dos au progrès depuis un certain nombre d'années, justement parce qu'on s'est enfermé dans une attitude de protection. On a cherché à protéger nos concitoyens contre tout. Contre les risques économiques, contre les risques naturels, contre les risques sanitaires. Et du coup, au lieu de rester le pays du progrès ou un des pays du progrès, quand vous regardez la liste de ce que la France a inventé au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est fantastique, et même au XXe encore, c'est fantastique. Avec les Anglais, en gros, on se partage, je sais pas moi, les 3/4 des inventions qui ont fondé la société moderne. Mais on a un énorme problème avec le progrès parce qu'on n'y croit plus. Et parce que même on en a peur. Et quand vous interrogez aujourd'hui les Français, ils ont peur du nucléaire, ils ont peur des OGM, ils ont peur du gaz de schiste, ils ont peur des nanotechnologies, ils ont peur des biotechnologies, ils ont peur des grands investissements, ils ont peur de tout. Et c'est notre responsabilité si on est dans cette situation, parce que d'une certaine façon, on a, quand je dis nous, c'est les responsables publics, politiques, on a encouragé cette affaire avec un point culminant qui a été le vote du principe de précaution dans la Constitution, qui est une des bêtises les plus... voilà, j'ai dû le voter, donc c'est vraiment une très très grosse bêtise. Avec le principe de précaution, quasiment on ne peut plus rien faire. Pasteur serait resté chez lui, où on lui aurait interdit de faire la moindre expérimentation, naturellement, sur ces vaccins. La dernière remarque que je veux faire, c'est que tout ça peut apparaître comme difficile, du sang et des larmes, quoi. On dit c'est du sang et des larmes, c'est pas Pompidou, c'est plutôt Churchill. En fait, si on y réfléchit bien, c'est pas du sang et des larmes. Le sang et les larmes, c'est aujourd'hui. Le sang et les larmes, c'est 6 millions de Français qui n'ont pas de boulot, qui sont soit au chômage total, soit au chômage partiel. Le sang et les larmes, c'est la pauvreté qui ne cesse de progresser dans notre pays. On a aujourd'hui un revenu moyen par habitant qui est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Voilà, c'est la situation réelle. Et on voit se développer dans nos quartiers des poches de pauvreté qui conduisent ensuite à des poches de violence, à des poches de zones de non-droit qui sont des menaces pour la société française. Le projet que je propose, ce n'est pas du sang et des larmes, c'est des emplois pour tout le monde, c'est du pouvoir d'achat qui progresse, c'est plus de liberté au fond pour créer, mais aussi pour se former, pour choisir sa voie. C'est donc exactement le contraire de la description qui en est souvent faite. Alors, une première question, si effectivement, pour rester sur ce fléau qu'est le chômage, effectivement, quelles seraient les mesures, vous en avez déjà dit un mot, bien sûr, mais les principales mesures qui permettraient de faire baisser le chômage pour vous? D'abord, moi, j'essaye je fais le diagnostic suivant. On est vraiment dans une situation de crise très grave.
Et c'est parce qu'on est dans une situation de crise très grave que je ne crois plus aux solutions, aux médecines douces. Et en disant ça, je fais un mea culpa. Enfin, en tout cas, j'avoue avoir changé de position, parce que moi, pendant quasiment 20 ans de ma vie politique, j'ai défendu la réforme progressive, j'ai défendu le dialogue social sur tous les sujets. J'étais dans une... mon origine politique, c'était Pierre Messmer, Jacques Chaban-Delmas, Philippe Séguin, ce qu'on appelait un peu le gaullisme social, et je ne renie pas cet héritage. Je dis simplement qu'à l'époque de Philippe Séguin, de Pierre Messmer ou de Jacques Chaban-Delmas, même si ce n'est pas la même, on n'était pas dans le trou comme aujourd'hui. On n'était pas dans un décrochage économique aussi grave. La Chine n'était pas la première puissance économique du monde. Le Moyen-Orient n'était pas à feu et à sang comme aujourd'hui. L'Inde n'était pas... à l'époque, on disait que Perfit avait écrit La Chine s'éveillera, mais enfin, toute personne, on se disait, oui, nous, on ne le connaîtra jamais, quoi, grosso modo. Maintenant, on y est. Et on est dans une situation où il faut des mesures choc. C'est pour ça que je ne propose pas des stratégies spécifiques pour les PME, pour les entreprises moyennes. Ce que je propose, c'est un choc libéral pour remettre en marche l'économie française. Et il me semble que, si vous voulez, c'est comme une locomotive rouillée. Vous n'allez pas la faire repartir en la poussant comme ça. Vous allez être obligé de donner une grosse impulsion pour la faire repartir. Et cette grosse impulsion, elle est à la fois technique et psychologique. Il faut que les Français et les étrangers qui nous regardent se disent, bon, ces mesures techniques, par exemple, sur la libéralisation du temps de travail, sur la baisse du coût du travail, sur le code du travail, j'ai oublié, pardon, que la réécriture complète du code du travail sur la base des normes sociales fondamentales, ça doit faire à peu près 110 pages. Si ça sont des mesures techniques qui ont un impact immédiat, direct, sur le fonctionnement de l'économie. Mais ces mesures, elles ont un deuxième impact sur la psychologie et des investisseurs et des Français eux-mêmes. Il faut au fond que les gens se disent, pendant 30 ans on nous a raconté qu'on allait réussir à changer les choses et personne ne l'a fait. Bon, là il y a un truc qui s'est passé. Et parce qu'il y a un truc qui s'est passé, je recommence à y croire. Donc les mesures, il n'y a pas pour moi des mesures pour le chômage spécifiquement. Les mesures sur le chômage, ça serait quoi? Ça serait de dire, allez, on va encore inventer une prime pour l'entreprise qui embauche des jeunes, ou on va encore inventer un truc pour baisser les charges sur juste les salaires les plus bas, etc. Donc je crois que tout ça a eu du sens à une époque, c'est complètement dépassé aujourd'hui. Il faut des mesures simples, puissantes. C'est la libéralisation du temps de travail, c'est un code du travail simplifié, c'est des charges qui baissent, c'est des seuils qui disparaissent, c'est beaucoup plus et c'est une fiscalité sur le capital qui change complètement et qui permet de nouveau d'investir. Et après, la pompe s'amorce et les emplois, ils se créent. Si on ne fait pas ça, et si on le fait en deçà du seuil minimal, ça sera un échec, ça sera un nouvel échec. Les Français diront, regardez, c'était pas la peine de nous demander de faire des efforts, ces efforts n'ont rien donné du tout, et on partira encore en vrille avec une alternance politique qui peut d'ailleurs un jour finalement être une alternance politique dangereuse. Bon. Donc voilà, c'est ça ma réponse, c'est la relance de l'économie. Et il faut le faire dans un délai extrêmement court. Il faut le faire en 3 mois. Pourquoi il faut le faire en 3 mois ? C'est pas un chiffre que je lance en l'air non plus. Hein. C'est le fruit de mon expérience. Hein. J'ai été membre de gouvernement sous 3 présidents de la République différents, François Mitterrand, un petit peu entre 93 et 95, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il y a un drame dans notre système qui est le suivant. Il y en a plein, mais le président de la République se fait élire en mai. Donc ça veut dire que pendant 6 mois, on fait que ça. On s'occupe de la campagne présidentielle. Bon. Ensuite, vous avez 1 mois pendant lequel il y a la campagne législative. Donc il ne se passe encore rien. Bon. Début juillet, le Parlement s'installe. Ça prend quelques jours. Il faut quand même élire le président, mettre en place les commissions, etc. Le 14 juillet, on commence à travailler. Le 15 août, tout le monde s'en va en vacances. Le 15 septembre, on revient, c'est fini. Il n'y a plus le moindre élan. La dynamique de la campagne présidentielle est terminée. Et quand vous dites aux gens,
Mais on va faire ça parce qu'on l'a promis dans la campagne. Les gens vous regardent avec un œil ahuri en disant mais on s'en fout de ce que vous avez promis, on n'est pas d'accord. Donc moi, mon idée, c'est qu'il faut un commando, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 4-5 ministres qui soient, dont on connaisse les noms à l'avance. On sait que si un tel est élu président de la République, on sait qu'il sera ministre de l'économie et des finances. On sait qu'il sera ministre du Travail, on sait les 4-5 ministres clés pour les réformes. Et ces ministres-là, ils ont fait le boulot avant. C'est-à-dire qu'ils ont leurs équipes, ils ont fait les textes. Par exemple, si on prend le Code du travail, si je dis qu'on va réformer le Code du travail dans les 3 premiers mois, vous allez dire il est complètement fou, c'est impossible. Mais en même temps, si vous l'avez fait avant, si on fait l'exercice, en plus l'exercice que je propose, c'est un exercice qui est, c'est pas un exercice, c'est pas un exercice libre sur papier blanc. Je dis on prend le Code du travail qui existe, on garde les normes sociales fondamentales, c'est-à-dire les principes de base qui ne sont pas négociables, les questions de santé, de sécurité au travail, etc. C'est des choses qui ne se discutent pas. Et tout le reste, on le renvoie à la négociation d'entreprise ou de branche. Ce qui, évidemment, change complètement la nature du Code du travail. Ben, si vous voulez le faire, il faut arriver le 14 juillet avec votre Code du travail qui est prêt. On fait passer ces réformes par ordonnance, de manière à aller plus vite. On travaille juillet, août, septembre. Et en gros, à la fin du mois de septembre, on a fait, à condition de ne pas se planter, c'est-à-dire de choisir les bonnes réformes, on a fait les 4-5 réformes qui débloquent le système. Puis après, bon, on peut rentrer dans une autre logique pour faire des choses qui sont des choses de plus longue haleine, mais on a utilisé au fond la poussée de l'élection présidentielle pour bousculer le paysage. Dans les 3 mois, moi je voudrais faire un référendum sur un ou deux sujets. Et là aussi, je voudrais qu'il soit le plus près possible de l'élection présidentielle, de manière à ce qu'on soit dans la foulée. L'idéal, ça serait de le faire en même temps que l'élection législative. Dans ce référendum, premièrement, je pose la question de la fusion des départements et des régions. Donc la simplification de l'organisation du territoire. Je mets 3 mesures techniques. Une mesure qui permet de mettre en place une politique d'immigration par quota que nous ne pouvons pas mettre en œuvre aujourd'hui pour des raisons constitutionnelles. J'y mets une mesure contraignante pour le Parlement sur les règles budgétaires, pour aller vers ce qu'on appelle la règle d'or, de manière progressive, c'est-à-dire pour que le Parlement, pour que le Conseil constitutionnel puisse à un moment donné être amené à juger de la constitutionnalité d'un budget qui serait systématiquement en déséquilibre. Je remplace le mot précaution par le mot responsabilité, le principe de responsabilité. Et il y a la cerise sur le gâteau. Et la cerise sur le gâteau, il connaît le discours par cœur. La cerise sur le gâteau, pour être sûr que les Français aient bien envie de voter tout ça, je leur mets une petite diminution du nombre de parlementaires. Voilà, tout de suite. Voilà. Si vous avez moins de parlementaires, vous pouvez leur donner d'abord des conditions de travail et des moyens pour travailler qui soient bien meilleurs. Parce que c'est absolument scandaleux dans un pays moderne comme le nôtre qu'un parlementaire ait 3 collaborateurs payés au lance-pierre et qu'il ait un bureau de 15 mètres carrés de l'université. Si vous allez au Bundestag, si vous allez au Parlement américain, vous avez des gens avec des équipes performantes et du coup ils sont capables d'avoir leur propre expertise, en tout cas sur un certain nombre de sujets, ce qui est évidemment pas du tout le cas des parlementaires français. Et pour eux-mêmes, ils seraient moins nombreux, ils seraient plus respectés au fond. Dans un département, si vous avez que 2, 3 ou 4 parlementaires, ben, ils seront plus respectés qu'il y en a 10. C'est normal, c'est comme ça. Hein. Donc c'est pas de la démagogie. Merci. Il faut que le gouvernement soit, comment dirais-je, irrigué par des gens qui viennent de l'extérieur et qui apportent une compétence différente. C'est pour ça que je propose, moi, un commando d'une dizaine de ministres. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de 10 ministres dans un gouvernement. J'ai l'habitude de dire 15 parce que je ne veux pas totalement désespérer mes amis. Mais si j'essaye de faire l'intitulé, d'écrire les intitulés des 15 ministères, j'ai du mal. J'ai du mal. À 10, grosso modo, j'ai déjà à peu près fait le tour. Bon. Et il faudrait que sur ces 10 ministres, il y en ait 4 ou 5 qui soient vraiment des gens reconnus, qui aient une vraie autorité avant même d'arriver. Et je pense qu'il faut un peu de mix,
qu'il y ait des responsables politiques. C'est absolument indispensable parce qu'on a vu dans le passé que c'était pas si facile que ça de tenir le Parlement, etc. Et puis il faut faire confiance à la compétence des gens, aux choix qu'ils ont fait dans leur vie. Je pense qu'il y aura une alternance politique. Voilà, je pense que quelles que soient les embellis actuels des codes de popularité du président de la République et du Premier ministre, dans la situation où se trouve le pays, compte tenu des drames économiques qu'on va encore connaître jusqu'en 2016, il y aura une alternance politique. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que le candidat de la droite portera un programme de réforme puissant ou pas ? Celui qui sera désigné comme candidat de la droite et du centre, j'ai envie de dire qu'il ait l'ISF ou qu'il n'ait pas l'ISF dans son programme, il sera élu. Ce n'est pas la question, j'exagère peut-être un peu, hein. Je pousse le raisonnement, mais je crois qu'il n'est pas complètement stupide. Hein. Le danger, c'est évidemment qu'il y ait plusieurs candidats de la droite et du centre, et que certains viennent expliquer que, oh là là, il y a une façon beaucoup plus tranquille et beaucoup plus douce de faire les réformes, sans prendre des mesures aussi radicales, et qu'à ce moment-là, celui-là vienne capter une grande partie d'un électorat, disons, modéré. C'est pour ça qu'on a inventé les primaires. Et c'est pour ça que j'y tiens tellement à ces primaires. Parce que si on a des primaires qui sont organisées correctement, c'est-à-dire si on a 3-4 millions de Français qui se déplacent pour choisir le candidat de la droite et du centre, il n'y a plus de place pour les autres. Il peut y avoir de la place pour des marginaux. Il y a le problème de l'extrême droite, après, c'est un autre sujet. Mais il n'y a pas de place pour deux candidats importants de la droite et du centre, une fois le processus de primaire enclenché. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, hein, ce processus de primaire, mais en tout cas, moi, c'est l'idée que je défends. La civilisation européenne est menacée. Elle est menacée de déclin, elle est menacée de décadence, elle est menacée de ne plus compter, de ne plus peser. Elle est menacée par la compétition économique, elle est menacée par cette espèce d'affrontement extraordinairement dangereux qui est en train de monter en puissance avec ce que j'appelle le totalitarisme islamique, mais qui aujourd'hui n'est plus une affaire, j'allais dire, de sécurité avec des attentats conduits par des clandestins. C'est des gens qui ont maintenant des territoires et qui sont en train de s'étendre et qui sont en train de bâtir une stratégie qui est une stratégie de guerre contre pas l'Occident, mais contre tous ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est d'ailleurs pour moi pas du tout une guerre de civilisation. Ce n'est pas une guerre entre l'Occident et le monde arabe, c'est une guerre entre les obscurantistes, les totalitaristes islamiques et le reste du monde. Ils font autant la guerre à leurs frères arabes qu'à nous d'ailleurs. Et puis il faut ajouter à ça les tensions avec l'Est, avec la Russie, et un problème à gérer sur lequel j'aimerais revenir une seconde avec nos amis américains qui quand même ont un comportement à l'égard de l'Europe et à notre égard qui devient de moins en moins acceptable dans la mesure où je ne pense pas qu'ils aient les moyens et qu'ils aient à nous offrir suffisamment en échange de la manière dont ils nous contrôlent dans un certain nombre de domaines et en particulier financiers. Donc je pense que un patriote aujourd'hui, et je pense être un patriote, son premier objectif, ça doit être de dire il faut sauver la civilisation européenne. Il faut que l'Europe soit une puissance mondiale capable de peser sur l'avenir de ce monde. Donc je suis aujourd'hui, par raison, absolument convaincu qu'il faut resserrer les liens avec les Européens. Donc ça m'amène à faire deux propositions. La première consiste à dire il faut maintenir la cohésion de l'Union européenne, donc il ne faut pas laisser les Anglais se tirer, si je peux m'exprimer comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'Européens qui se disent « Oh là là, les Anglais, ils sont insupportables, franchement, qu'ils s'en aillent, et puis on sera tranquille entre nous. » Je pense que si les Anglais décident de quitter l'Union européenne, c'est fini. Le projet européen, il part en vrille. Parce que les peuples qui aujourd'hui doutent de l'utilité de l'Union européenne, qui considèrent que les sacrifices qui leur sont demandés au nom de cette Union européenne sont trop importants, le jour où ils comprendront qu'on peut sortir, qu'un pays est parti, je pense qu'on aura une réaction en chaîne et que ça sera extrêmement difficile
de lutter contre le retour, au fond, des égoïsmes nationaux. Donc avoir une politique d'emploi, une politique économique européenne. Ça peut être de la compétence de l'Union européenne. Avoir une politique d'immigration qui soit une politique européenne, qui soit gérée en tout cas de manière collective. Avoir une politique d'énergie qui soit une politique européenne. Il n'y a aucune politique européenne en matière d'énergie. Chacun fait son truc dans son coin. La troisième chose, c'est que je pense qu'il faut accepter l'idée qu'il y ait une Europe plus concentrée, plus intégrée et plus petite, au fond un cœur européen, qui correspond grosso modo à la zone euro, ou en tout cas aux pays qui sont dans la durée capables de rester dans la zone euro. Et ça passe par un accord économique franco-allemand très puissant. Voilà, on doit essayer de mettre en œuvre une stratégie qui donne du crédit à la monnaie européenne. La monnaie européenne, elle n'est pas fragile elle est fragile en raison des économies qu'elle représente, mais elle est fragile surtout parce qu'il y a trop de différences à l'intérieur de ces mêmes économies. Et enfin, je proposais que, dans un premier temps, avant de parler de défense européenne, il y ait un travail de mutualisation des coûts qui soit entrepris, au moins pour soutenir les opérations qui sont en cours et qui sont des opérations que nous menons au bénéfice de l'ensemble des Européens. On fait la guerre au Mali, on fait la guerre en Irak. Je suis pour, mais c'est la guerre. Je pense que si on veut gagner la guerre contre le terrorisme islamique, il ne faut pas se contenter de l'Occident, les États-Unis, l'OTAN, les structures habituelles qui sont héritées de la Seconde Guerre mondiale. Il faut accepter de discuter, même si ça ne nous plaît pas avec les Russes, parce que c'est les seuls qui peuvent contraindre un jour à une solution en Syrie. Il faut discuter avec les Iraniens, même si ça ne nous plaît pas, parce que quand on regarde une carte, on s'aperçoit que rien ne sera jamais possible au Proche-Orient sans eux. Il faut discuter avec les pays arabes en les mettant, et en particulier et avec tous les pays de la région, en les mettant devant leurs responsabilités, en leur disant « Vous êtes les premiers menacés par ce terrorisme, qu'est-ce que vous faites ?» Il y en a qui sont très engagés et qu'il faut soutenir. Je pense que les 100 premiers jours sont un peu protégés. Pas totalement, mais ils sont un peu protégés. Pas facile de mobiliser un très grand nombre de Français au lendemain de 2 élections, à condition naturellement qu'elles aient été gagnées sur un projet qui soit un projet très clair, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les choses. Néanmoins, je connais mon pays, je sais bien que ça ne se passera pas aussi facilement, et je sais qu'il y aura des mouvements sociaux. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de les affronter. Et alors, je vais le dire avec une certaine prudence, mais je pense même que, à condition de le faire avec, comment dirais-je, dans le respect des règles démocratiques, mais affronter un mouvement social, c'est peut-être nécessaire pour que les choses soient calées et que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas de possibilité de revenir sur un choix démocratique par la mobilisation d'une toute petite catégorie de la population. Je dis il faut être capable de résister, et ça peut avoir une vertu pédagogique de résister pour la suite, une vertu d'exemple. J'ai dit un jour, j'ai écrit dans un livre qu'il fallait supprimer le Premier ministre. On m'a beaucoup reproché ça après quand je le suis devenu, en me disant il a changé d'avis. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire qu'il faut un patron qui assume les choix les plus stratégiques et qui assume ensuite les conséquences de ces choix, et en particulier qui affronte les mouvements sociaux. Donc il faut une autorité, et l'autorité, ça se forge parfois dans le conflit. Et donc moi, je ne considère pas que le conflit doit à tout prix être évité. Il faut essayer de l'éviter naturellement, mais s'il faut affronter des conservatismes qui bloquent les réformes, il faut le faire. On a besoin de changer notre système de formation des élites. Pourquoi ? Parce que ce système était destiné à fournir des élites à un État qui en avait besoin. Des officiers de marine, des ingénieurs, des préfets, des magistrats. Bon, on a toujours besoin naturellement de former des officiers de marine, des ingénieurs, des préfets, dans un nombre... Enfin, les ingénieurs aussi, on a besoin de beaucoup. Les officiers de marine, hélas, malheureusement moins parce qu'on a moins de bateaux. Mais on a besoin d'élargir
les filières de formation des élites en ouvrant beaucoup plus les formations qui sont liées à l'entreprise et qui sont liées aux affaires. Alors ça se fait en réalité parce que même dans le système le plus administré au monde, il y a toujours un moment où la réalité finit par faire bouger les choses. Donc on voit qu'il y a des écoles de commerce, il y a des business schools qui se créent partout, elles commencent à prendre du poids, il y a de plus en plus de cadres d'entreprise et même de dirigeants d'entreprise qui viennent désormais de ces filières et qui viennent plus de la voie royale, ENA, inspection des finances, etc. Mais enfin, il y a encore des traditions françaises et il faut, à mon sens, continuer à faire bouger les choses. On ne peut pas considérer que la bonne formation pour un patron d'entreprise, c'est une formation administrative. C'est un vrai problème français. Les libéraux, il y en a pas mal qui sont avec moi, des libéraux. Novelli, quelques autres. Bon, il paraît qu'Alain Madelin dit que mon programme est complètement fou, qu'il est beaucoup trop libéral et qu'il est beaucoup trop dangereux. Donc je ne sais pas essayer de le convaincre de venir me rejoindre. Quant à M. Fromentin, on se voit souvent, on travaille ensemble. Et Denis Père, j'ai essayé de le voir, enfin on s'est vu, on a eu une conversation ensemble. Moi je suis prêt à travailler avec lui. Bon, il faut voir si sa philosophie pour l'instant c'était quand même on met tout le monde dehors et on remplace tous ces politiciens incapables. Bon, c'est une solution. Je ne suis pas sûr que ça puisse marcher, si vous voulez mon avis. En tout cas, pas dans un délai suffisamment court pour remettre en marche le pays. Donc, il faut essayer peut-être d'atterrir sur une coopération plus raisonnable. Sur le logement, on abrogera la loi Allure, sans aucune discussion. Et on modifiera la loi, ce qu'on appelle le DALO, et on modifiera les textes sur les pourcentages de logements sociaux. L'idée, c'est vraiment de baisser complètement les contraintes dans ces domaines-là, et même peut-être de mettre des contraintes inverses, c'est-à-dire d'empêcher certaines villes de construire trop de logements sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on a des villes dans la banlieue parisienne, par exemple, qui sont à 60, 70, 80% de logements sociaux. C'est-à-dire qu'on est en train de construire les ghettos que, par ailleurs, on dénonce. Voilà. Je pense que la première chose à faire dans l'école, c'est qu'il faut ramener de l'autorité. Pour ramener de l'autorité, j'ai réfléchi, ça ne va pas se faire en le disant, ça ne va pas se faire en l'imposant. L'autorité, ça se crée avec un système. Et ce système, pour moi, c'est un patron d'établissement autonome. C'est-à-dire qu'on a un patron qui n'est pas le chef du syndicat, qui est le chef de l'établissement. Et pour qu'il soit le chef de l'établissement, il faut qu'il ait un pouvoir hiérarchique sur les enseignants, ce qui est très difficile dans notre pays parce qu'un enseignant considère qu'il n'a pas à avoir de supérieur qui ne soit pas plus diplômé que lui. Et deuxièmement, il faut qu'il ait la possibilité de créer ses équipes, de composer ses équipes. Si vous voulez confier une responsabilité à un chef d'entreprise dans un collège ou dans un lycée, dans une banlieue très difficile, il faut quand même qu'il puisse choisir ses enseignants, qu'il ait de l'autorité sur eux et qu'il puisse construire un projet pédagogique qui ne soit pas forcément exactement le même que dans la ville d'à côté ou dans le quartier de centre-ville. Donc ça veut dire une grande autonomie pédagogique, des patrons, une autorité hiérarchique. Rien que ça, déjà, ça met pas mal de monde dans la rue, ça c'est sûr. La deuxième chose que je pense, c'est qu'il faut monter un peu la pression de l'enseignement privé sur l'enseignement public. Parce qu'on a figé le rapport de force public-privé d'une manière artificielle il y a 30 ans, sous Michel Rocard, c'était la paix. Il y avait une espèce de paix armée qui avait été décidée, donc 20% pour l'enseignement privé, 80% pour l'enseignement public. Or, on voit que le modèle que je suis en train de défendre devant vous, d'établissements autonomes, avec un patron, etc., c'est justement le modèle des établissements privés. Donc comme on a un problème immédiat à résoudre dans les banlieues, dans les quartiers difficiles, qu'on ne va pas résoudre avec les trucs qui sont envisagés en ce moment, là, l'histoire de dire on va former les profs pour qu'ils puissent enseigner le fait religieux et tout ça, c'est très très sympathique, je ne suis pas du tout contre, mais enfin faut jamais avoir mis les pieds dans un lycée de banlieue pour ne pas comprendre que le pauvre enseignant, même s'il a été formé à enseigner le fait religieux, il aura quand même assez de mal
à convaincre les gaillards qu'il a en face de lui de changer totalement d'attitude. Il ne pourra d'abord le faire que s'il commence par rétablir une discipline, une autorité dans l'établissement. Et ça, c'est pas le fait d'être mieux formé, c'est pas le fait d'enseigner le fait religieux qui va lui donner cette autorité. Et comme on n'a pas le temps de tout changer et qu'on va rencontrer énormément de résistance, moi je serais assez favorable à ce qu'on laisse un peu plus de liberté au système privé pour qu'il prenne quelque part de marché, notamment dans ces zones difficiles, et qu'il y ait une sorte d'équilibre qui se fasse. Je constate d'ailleurs aujourd'hui que les établissements, beaucoup d'établissements privés, plutôt catholiques parce que c'est la tradition de notre pays, accueillent un très grand nombre de jeunes musulmans. Et dans ces établissements-là, vous n'avez jamais entendu parler qu'il y avait des problèmes de discipline. Vous n'avez jamais entendu dire qu'il y avait des jeunes qui avaient refusé de faire une minute de silence au moment des attentats. Je vais même aller plus loin. Il y a un lycée musulman privé sous contrat à Lille qui s'appelle le lycée Averroès. Eh bien, dans ce lycée, au moment des attentats, il n'y a pas eu la moindre difficulté. Tout le monde a respecté la minute de silence parce que c'est un lycée privé dans lequel il y a une autorité, dans lequel il y a une discipline et dans lequel les gens savaient qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque d'aller manifester contre les consignes. Voilà. Il y a une autre idée qui est de dire que l'apprentissage doit devenir une voie générale, une voie aussi importante que l'enseignement général, c'est-à-dire aussi valorisée avec un objectif de transmission de connaissances aussi élevé. Il ne s'agit pas de faire des gens qui sont des formations au rabais, mais de considérer qu'il y a plusieurs façons d'éduquer un jeune. Il y a une façon académique, générale, classique, et puis il y a une façon qui consiste à mélanger l'activité dans l'entreprise et l'éducation. J'en ai d'ailleurs beaucoup parlé avec Denis Père. Comment est-ce qu'on fait rentrer des entrepreneurs dans la politique ? C'est pas si simple que ça, parce qu'on dit c'est vous qui n'en voulez pas. Non, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Vous avez d'abord un premier problème. Je lui ai dit voilà ma feuille de paye et voilà le dossier de conflit d'intérêts que je dois remplir tous les ans. Là, déjà, ça en refroidit quelques-uns. Non pas du tout que les chefs d'entreprise soient formidablement payés et qu'ils aient des problèmes de conflit d'intérêts. C'est simplement qu'on est devenu, on est d'un misérabilisme dans l'encadrement des rémunérations et des activités des élus qui devient juste grotesque et qui va aboutir à terme à ce que vous n'ayez plus dans ces métiers-là que des gens qui ne peuvent pas faire autre chose, pour dire les choses simplement. Donc il y a un énorme sujet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'un chef d'entreprise, sauf s'il est plutôt en fin de carrière et qu'il a mis beaucoup d'argent de côté, comment est-ce qu'il peut se consacrer pendant 5 ans ou 10 ans à la vie publique et revenir ? C'est très compliqué. Alors, il faut des gestions. Est-ce qu'on peut trouver, mais ça doit se trouver, mais est-ce qu'on peut trouver des mécanismes avec les entreprises pour faire en sorte qu'il y ait des parcours mais ça ne marche pas. Alors, je sais que chez Michelin, il y a une tentative qui est engagée, je trouve ça très très bien. Il faudrait qu'il y en ait dans d'autres entreprises. Il ne faudrait pas que ça concerne que les grandes entreprises, naturellement, mais il faut travailler ça pour que ça soit efficace et réel. Moi, dans ma vie politique, à chaque fois que j'ai encouragé un jeune cadre d'entreprise à prendre un mandat local, ça s'est terminé en drame. À chaque fois. Pourquoi ? Parce que le premier mandat, ça se passe bien. Le deuxième mandat, l'entreprise commence à trouver que le gars, il n'est pas très, très engagé dans la vie de l'entreprise. Et le troisième, on lui demande de choisir. Voilà. Et donc, c'est quand même un sujet. Et enfin, aux États-Unis, ils y arrivent pour une raison simple. C'est que, et ça me paraît très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il y a une circulation entre les deux. C'est-à-dire que les hommes politiques peuvent faire un mandat ou 2 mandats, puis ensuite aller dans une entreprise. Ce n'est pas scandaleux d'aller dans l'entreprise, alors que chez nous, déjà, on se dit l'entreprise, c'est un truc... bon. Mais à l'inverse, les chefs d'entreprise américains ne considèrent pas qu'un homme politique, c'est un incapable dont on n'a pas besoin. Ils considèrent que le type qui a réussi à se faire élire dans une circonscription, il a sans doute quelques qualités et il l'embauche. Donc vous voyez, il y a une attitude des deux côtés qui est différente. Moi, je suis persuadé qu'il y a plein d'hommes politiques qui rêveraient d'aller gagner un peu d'argent, faire un peu autre chose, ça irait.
Sauf que quand ils se présentent dans une entreprise, on les regarde en se disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il sait faire ? Est-ce qu'il ne va pas me causer des ennuis parce qu'il est quand même soit de gauche, soit de droite, donc on va dire que… » Voilà. Alors ça change un peu, je reconnais que ça change un peu, mais ça change tellement lentement.